Bien, bonjour à toutes. Pour celles qui ne m'ont pas... Avec qui je n'ai pas dit bonjour. Voilà. Donc nous parlions hier soir des liens qui se tissent à travers les rencontres des journées francophones. Et un des liens qui s'est tissé, c'est un lien que j'ai eu par moment avec Lucienne quand on se retrouvait dans ces journées. Et donc je dois la remercier de me faire confiance aujourd'hui, de lire le texte remarquable qu'elle a écrit, ne sachant pas venir puisqu'elle a des soucis de santé. Je vais essayer de le faire avec ma sensibilité en résonance avec la sienne. Et donc en fait, ce texte s'intitule « Séduction » au pluriel. Je parle maintenant pour Lucienne. Donc je veux en premier lieu remercier vivement les membres de votre société qui ont eu l'idée et le courage de mettre à l'ordre du jour d'une journée francophone d'analyse énergétique ce thème de l'abus, subi par ceux et celles qui en sont victimes et perpétré, hélas, scandaleusement par des thérapeutes soignants de tous ordres. J'ai intitulé ma communication « Séduction » au pluriel, car c'est l'axe que j'ai choisi pour mon questionnement autour de l'abus. Freud, avec sa psychanalyse, élabore sa théorie de l'inconscient à partir des conséquences traumatiques de vécu de séduction par des jeunes filles au cours de leur développement. Et c'est l'une d'elles, Bertha Pappenheim, qui, en lui intimant l'ordre de se taire et d'écouter, nommera cette pratique la talking cure. Aurait-elle déjà voulu maîtriser toute tentative de séduction? Les rumeurs de passage à l'acte sexuel au cours de l'analyse, certainement vraies, agitent les sociétés de psychanalyse malgré les codes de déontologie, les comités d'éthique, les débats, les publications, tournant autour de la séduction. Dernièrement encore, j'entendais, dans Les Nuits de France Culture, une psychanalyste très connue et reconnue parler sans embâche de sa relation sexuelle avec Lacan, pendant et après son analyse. C'est questionnant. Souvenez-vous du passage à l'acte du psychanalyste Philippe Dayan dans la série En thérapie avec sa patiente Ariane, et ce malgré les signaux d'alarme de sa contrôleuse. Il est montré à ce moment-là en difficulté dans son couple et plutôt déprimé. Mais qu'en est-il de notre côté, nous, les analystes bioénergéticiens? Nous touchons, palpons, mobilisons, regardons de différentes façons le corps, suscitons des vibrations. Le fameux réflexe orgastique, câlinons. Nous encourageons la catharsis avec cette idée tout à fait séduisante qu'un corps vibrant est un corps sain, porteur d'une bonne santé psychique. Selon l'adage des Romains, mens sana in corpore sano. Notre pratique s'étaye sur tout un savoir conceptuel auquel vient s'ajouter de nos jours la vague des neurosciences et la connaissance plus approfondie qu'elles apportent au niveau des interactions environnementales primaires et même embryonnaires. Quel est le statut de l'abus dans toutes ces interactions d'empiètement et de désempiètement? Je vous accueille dans votre entièreté, je mets toute ma personne au service de votre souffrance, et plus qu'à l'affinité. Si ce n'est pas là le grand amour, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage bien périlleux que cette odyssée de confrontation avec l'inconscient auquel nous pouvons nous fracasser de charite en syllabes. Elles attiraient les sirènes mortifères et les circés de toutes sortes. D'étranges cyclopes cherchent à nous dévorer pour nous maintenir dans des aveuglements sans nom.
Heureusement, nous ne sommes pas seuls face à l'épreuve. Il y a la solidité et la permanence de nos formations, nos superviseurs, nos collègues, nos institutions, avec leur code de déontologie, et nos patients, tous, qui nous ont tant appris, aussi bien dans la réussite que dans nos échecs. Dans une pratique comme la nôtre, où tous les ingrédients du transfert amoureux sont activés, avec les risques de passage à l'acte sexuel, je me suis demandé comment il se faisait que durant mes plus de 40 années d'exercice, je n'avais jamais rien lu ni écrit moi-même sur ce type de transgression en analyse bioénergétique. Autant dire que je reste encore choqué de mon propre état d'ignorance et de cécité. Encore merci sur ma révérence d'ouvrir le débat et de libérer la parole. Ainsi ai-je demandé à Violaine Leclerc ce qu'elle connaissait sur les abus sexuels des thérapeutes et de m'adresser le code de déontologie de l'IPA dont je n'avais jamais pris connaissance au cours de mes formations. Pourquoi serions-nous victimes d'une telle omerta, cette loi du silence qui sévit dans les sociétés mafieuses? Il est vrai que la décharge cathartique, vue de l'extérieur, peut impressionner et même faire peur. Nous savons que certaines sectes utilisent des méthodes émotionnelles pour assujettir et manipuler leurs adeptes. D'ailleurs, pour information, la MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a classé nos sociétés d'analyse bioénergétique parmi les sectes. Dans un tel contexte de suspicion, évoquer ouvertement les passages à l'acte sexuel de certains d'entre nous risque de se retourner contre notre pratique. Une pratique à laquelle nous croyons profondément, pour l'avoir maintes et maintes fois expérimentée sur nous-mêmes, ainsi qu'avec le patient. Par ailleurs, chacun d'entre nous connaît la complexité des liens qui unissent les membres de notre petite société. Apprendre que certains collègues renommés, que nous admirons, soit comme formateurs, soit comme superviseurs, soit comme membres fraternels de la même école, sont passés à l'acte n'est pas sans causer de grands dégâts. Apprendre et dénoncer. Cela peut sans doute expliquer, entre autres, que cette question soit traitée quasiment comme un tabou, donc déniée, donc impensée, et donc susceptible de répétition. Mon questionnement m'a conduit à consulter différents codes de déontologie encadrant notre profession. Celui des psychologues, des psychanalystes freudiens, jungiens, celui du syndicat national des praticiens en psychothérapie, et bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, celui de l'IBA. Ils sont tous très explicites. Les passages à l'acte sexuel entre son thérapeute et son patient, entre le superviseur et son supervisé, sont proscrits. Et ce, même après l'arrêt du travail thérapeutique, très longtemps après et très controversé. Les collègues qui ont connaissance de tels abus doivent s'en référer aux instances institutionnelles. J'ai été tout au long de ma carrière dans le travail institutionnel des différentes sociétés auxquelles j'ai appartenu. Secrétaire général, trésorière et même présidente à l'IABFS. Les codes sont faits pour être transgressés quand ils deviennent mortifères. Il y a l'esprit et la lettre. Le contre-transfert n'est pas quelque chose que l'on puisse enfermer rigidement, comme dans des boîtes pour garder une bonne conscience. Pour exemple, une femme un jour vient me voir. Elle va très mal, minée par l'angoisse et les somatisations. Elle sort de 3 ans de divan avec un psychanalyste connu dans la région. Elle dit n'avoir pu ouvrir la bouche pendant ces 3 années dans le silence de son psychanalyste. Ce qu'il a finalement décidé d'arrêter d'y retourner, c'est qu'elle était tombée avant d'arriver et saignait au genou. Tomber lui arrivait régulièrement en arrivant chez lui ou en partant,
Mais là, elle s'est niée. Il n'a rien dit, n'a même pas tendu un mouchoir. Elle est repartie comme ça, et n'y est plus retournée. Enfin, ce dont elle ne pouvait parler avec ce psychanalyste taiseux derrière elle, c'est de l'inceste vécu avec son père en silence de 10 à 18 ans. Il me semble qu'une certaine humanité transgressive des codes eût été de mise dans ce cas. Mais l'abus sexuel de l'analyste sur son patient, c'est quand même autre chose que de la transgressivité. C'est de l'ordre du crime d'inceste. Alors, partie suivante, abus sexuel. Généralement, le terme abus sexuel est employé en référence à la notion de contrainte, ou plus généralement d'absence de consentement dans la relation sexuelle, quelle que soit la nature de celle-ci. Toute forme d'interaction sexuelle sous contrainte entre deux personnes dont l'une se retrouve en position de pouvoir par rapport à l'autre. Ceci dit, l'abus sexuel n'est pas nécessairement sous contrainte. Il peut prendre la forme d'une séduction qui fait effraction dans le mode de lien établi entre deux personnes, qui fait rupture dans une forme de contrat tacite. En suivant le fil rouge que j'ai choisi, celui de la séduction, j'ai été amené à reprendre rapidement mon propre parcours thérapeutique et ses méandres dans une sorte de travelling arrière. Dans les années 70, après les mouvements de 68, qui déferlent en France, les nouvelles thérapies, dont l'analyse bioénergétique, je rencontre cette approche dite dénommée bioénergie à Vincennes Paris 8, l'université de tous les possibles. Les cadres des groupes dits de thérapie et de formation qui se forment à partir de cette époque sont les plus flous. De même que les frontières entre participants et animateurs, l'exigence en est la décharge cathartique, l'échange émotionnel, voire sexuel. La séduction, les abus de toutes sortes et bien sûr sexuels étaient de mise et personne n'aurait osé contester ces comportements, une fois sous emprise des idéologies groupales ainsi que celles des animateurs de ces groupes. Ceci dit, on parle essentiellement de développement du potentiel humain et non de thérapie. Néanmoins, les abus et répétitions de traumatismes y ont libre cours et ne sont pas sans laisser de traces. 15 ans plus tard, ces mouvements sauvages se sont structurés en associations, en écoles, avec syndicats et fédérations, auto-réglementant le titre de psychothérapeute plus ou moins sur le modèle des écoles de psychanalyse. Les écoles d'analyse bioénergétique ont pignon sur rue et sont affiliées à l'IBA, Institut international, qui envoie ses formateurs internationaux. De mon côté, je vais passer par la psychanalyse, des études de psychologie clinicienne et le processus de certification en analyse bioénergétique pour sortir de mes expériences de thérapie sauvage. Lorsque j'entre en 1990 à l'IABFS, l'Institut d'analyse bioénergétique France-Sud, déjà bien installé en cabinet parisien, pensant que ces expériences abusives sont derrière moi, voilà que je les rencontre à nouveau, mais d'une autre place que celle de victimes plus ou moins consentantes. À l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Je fais partie du CA de notre société, qui a à peine 8 ans d'âge. La plainte écrite d'une patiente est parvenue, dénonçant les abus sexuels d'un de nos collègues durant les séances de travail, abus qui duraient depuis un an environ. Nous apprenons que ce collègue, bien connu, apprécié de nous tous, a également, en thérapie, le mari de cette cliente. Mari qui se forme dans le même temps à l'analyse énergétique au sein de notre société. Nous le connaissons très bien. C'est un ébranlement catastrophique, d'autant que le collègue incriminé démissionne. Or, il avait contribué à créer notre société dans les années auparavant. Ne sachant trop comment nous y prendre,
nous nous tournons vers l'IBA qui nous conseille. Nous créons un comité d'éthique dont je fais partie et proposons aux deux protagonistes de rencontrer en entretien individuel un membre éminent des 3 autres sociétés. Notre collègue incriminé, bien que démissionnaire, se prête au jeu, de même que sa patiente. Nos collègues des 3 autres sociétés nous feront part de ce qu'il ressort de leur entretien. Un seul compte-rendu sera formel, la patiente est reconnue dans sa plainte. Les 2 autres ne sauront se prononcer. Notre société ne pourra rien par rapport au collège, puisqu'il a démissionné, sinon lui faire part des comptes rendus et lui signifier qu'il nous semble étrange qu'il y ait eu les 2 membres d'un même couple en thérapie individuelle. À la patiente, nous lui dirons ce qu'il en est, qu'il lui reste comme recours si elle le désire de se tourner vers le pénal. Notre collègue en formation rompra lui aussi tout lien avec notre société. Par la suite, pendant 2 ans, personne n'osa se présenter pour le renouvellement de la présidence. Et ce, malgré une tentative de mise en place d'un travail de médiation avec un professionnel extérieur. Les liens de confiance étaient attaqués, au point de passionnaliser chaque réunion institutionnelle, au risque de faire éclater notre société. Pour sauvegarder notre institut, nous avons contourné les mouvements de violence en nous centrant sur la tâche. Revoir les statuts, le règlement intérieur, les modalités de formation, formateurs locaux, superviseurs, règlement des formateurs internationaux, non par les groupes mais par l'Institut, lien avec les autres sociétés francophones, mémoire en fin de formation, etc. Nous n'avons rien pu ni su faire avec les mouvements passionnels qu'avaient suscité ces passages à l'acte abusif et les avons cloisonnés, mis aux oubliettes pour perdurer à travers les générations futures. De restauration, il n'y en eut point, non plus que le travail d'élaboration sur la question. Nous sommes restés seuls, chacun à nous débrouiller avec cette problématique autour de la séduction et des attaques de liens subséquentes. En effet, pourquoi nos sociétés d'analyse bioénergétique fondent comme peau de chagrin? Pourquoi les collègues dûment formés disparaissent-ils dans la nature, dans la recherche d'autres formations, rejoignant d'autres courants des sociétés? L'impensé qui fait retour dans la violence du passage à l'acte est-il à chercher dans la formation, donc dans la transmission de la méthode, ou se situe-t-il dans un impensé plus en amont de la méthode? Aujourd'hui, je repense à la réaction d'Alexander Lowen avec son Back to Basics dans les années 90. L'analyse bioénergétique aurait-elle été sienne et n'aurait pas dû évoluer? Faut-il que le corps exulte et ne déprime pas? Quel est le risque? Toute question qui me taraude encore aujourd'hui dans ma clinique, alors que j'ai finalement pris la distance avec tous ces niveaux institutionnels éprouvants. Ceci dit, le questionnement sur ces passages à l'acte abusif sexuel en cours de thérapie m'est resté. D'autant qu'il s'est à nouveau présenté à moi 3 à 4 fois dans ma clinique. Il s'agissait de femmes et non d'hommes. J'ai eu à constater, donc contenir les dégâts suscités par de tels agissements et tenter de restaurer des personnes qui en ont été victimes. Pour ce faire, il m'a fallu sortir des a priori, ne pas chercher à incriminer de manière subjective les collègues qui en étaient acteurs. Quelques pistes sont alors ouvertes que je vais partager avec vous à travers ce cas clinique tout à l'heure. Même si je n'étais pas novice dans la profession, le contexte socio-culturel était beaucoup moins porteur en ce qui concerne la dénonciation des abus sexuels. Je pense que mon accompagnement s'en est ressenti. En bref, je suis resté essentiellement dans mon travail sur le plan clinique, personnel avec ces patientes. Aujourd'hui, je pense que le plan institutionnel, collectif, serait à mobiliser davantage pour obtenir une restauration plus entière. Voici le cas. Donc j'ai appelé cette patiente dans un précédent article sur l'effet du corps Rosemonde. Je ne l'avais présenté que sous l'angle de somatisation d'un corps mal psychisé.
C'est une femme d'environ 30-35 ans. Elle m'a vu à une journée porte ouverte de l'école où j'intervenais dans la transmission de l'analyse bioénergétique à la nouvelle faculté libre de formation en la psychothérapie, une école qui dispensait une formation intégrative à partir de différents courants de psychothérapie. Elle veut rentrer dans le cursus de formation et se dit que ce travail d'analyse bioénergétique avec une femme est ce qu'il lui faut. Elle a déjà fait 2 tranches de psychanalyse. La première l'a beaucoup aidée et la deuxième s'est terminée en catastrophe. Elle se demande si elle n'est pas folle. Et n'invente pas. Elle est en effet dans un état de déstructuration qui m'inquiète. Échevelée, livide, dans un état d'angoisse qui la rend par moments incohérente. Au point que je pense à un début de décompensation. Est-ce une entrée dans la psychose? Je finis par comprendre qu'au cours de sa psychanalyse, allongée sur le divan depuis 4 ans, à un moment, elle a senti son analyste derrière elle, debout, qui l'a prise dans ses bras, l'a embrassée et qu'ils ont eu une relation sexuelle. Cela s'est reproduit plusieurs fois. Elle payait ses séances. Il disait que ça n'était pas problématique. Comme elle devenait de plus en plus angoissée, elle a finalement consulté la collègue qui partageait le même cabinet. Celle-ci ne l'a pas cru et l'a renvoyée avec un diagnostic d'hystérie. Je n'avais pas de raison de mettre en doute ses dires, et d'ailleurs ce n'était pas le problème. J'étais happé, attrapé par son regard, un regard qui lui mangeait la figure, dans une détresse poignante, d'attente, d'appel. Impossible de ne pas répondre « je suis ». Ce regard, ce haut du corps à peine pubère, peu énergisé, une petite fille, grandit trop vite, avec le bas du corps épanoui d'une femme. Toute une histoire inscrite là, dans sa structure corporelle et son développement biénergétique. À mon époque, on aurait parlé de structure mixte orale rigide. Aujourd'hui, on ajouterait le terme de borderline. Une déprivation maternelle précoce, une mère qui ne peut répondre en sécurité et avec plaisir aux besoins de sa nouvelle-née durant sa première année de vie. Au moment de l'entrée dans la génitalité, cette petite se tourne vers son père, ou une figure masculine avec une demande d'amour et de séduction primaire. La réponse est sexualisée de manière confusante, là où la demande est une séduction de demande d'amour, de plaire et d'être reconnu. L'histoire de ma patiente est exactement celle-là. Sa mère fait partie d'une lignée de femmes plaintives et dépressives, de santé maladive, grenouille de pelletier, indisponible à sa grossesse, ne pouvant nourrir son bébé. Elle attachait le biberon à un barreau du lit et la confiait petite à son fils aîné âgé de 10 ans de plus qu'elle. Elle passe sa vie d'enfant à attendre angoissée dans le noir des escaliers, que ses parents remontent de l'épicerie où ils triment 4 étages plus bas. Ses peurs et terreurs sont si fortes qu'elle se vide en permanence, comme aujourd'hui encore. Ce symptôme prévalent de colite et gastro-entérite nous accompagnera longtemps, ainsi que ces problèmes de bruxisme et d'acouphènes dus à une ostéochondrie que nous arriverons à atténuer, puis à endiguer grâce à notre travail, mais aussi avec l'aide de séances de la méthode Tomatis. C'est quelqu'un qui ne se résout pas à subir. Elle se bat. Et elle met en place de nombreuses stratégies pour sortir de sa souffrance, des méthodes diverses, variées de développement personnel, de yoga, de pensée positive, etc. En séance, elle suit mes consignes d'enracinement, de respiration, d'expression contenante ou déchargeante. Je vais lui proposer tout un travail, l'aidant à se structurer, à se construire et s'affirmer, sachant qu'à un moment donné, nous ne pourrons faire l'impasse d'une régression profonde.
celle du retour à ses angoisses, d'agonie primitive, rencontrée lors des premiers moments de sa vie, son soutien sécurisant, là où elle tombe, dans le vide noir de ses cauchemars. Le travail bioénergétique ne l'amène pas vers plus d'intégration. Le mouvement reste saccadé, voire convulsif. C'est un mouvement qui fait penser à un orgasme. Elle se tord, comme si elle allait jouir, mais en fait, elle souffre beaucoup. Et sort de là, très éprouvée. Et d'un coup, je comprends la confusion dans laquelle a pu entrer son père. Pardon, j'ai fait un lapsus là. Et d'un coup, je comprends la confusion dans laquelle a pu entrer son analyste. C'est quelque chose. Je me dis qu'il s'agissait d'un bébé en convulsion, qui a besoin d'être contenu dans un corps à corps profond et prolongé. Son analyste a répondu, avec son corps d'homme sexué. Nous étions arrivés à ce moment-là au cœur du truc. Elle savait qu'elle avait besoin de se laisser aller à ses besoins d'être tenue et contenue dans ce corps, face à cette erreur sans nom de dépendance et d'abandon. Elle ne pouvait s'y résoudre et s'était corporée. Il lui fallait traverser dans les affres de la mort la triple trahison. Celle de son arrivée, sans portage maternel sécurisant dans la vie. Celle de son entrée dans l'autonomisation par la marche et la parole de son frère, père. Et celle à nouveau catastrophique de son précédent analyste. Pourquoi en effet croire en confiance au lien avec moi? Pourquoi prendre encore le risque d'être abusé? À ce moment de cette analyse, je me suis senti très découragé et ai commencé à déprimer de concert avec elle. Elle se demandait de plus en plus pourquoi venir, et je me sentais en incapacité de l'aider. Nos séances sont devenues silencieuses et inactives. J'ai accepté de me laisser prendre dans son regard, sans rien proposer. Elle venait, puis repartait. J'avais peur pour elle, mais elle revenait. Dans notre silence et son regard accrocheur dans le mien. Il m'a fallu résister au désir d'activation de nos séances par des exercices et tolérer mes aspects dépressifs. Revisiter ces zones éprouvantes et faire confiance à ceux et celles de mes thérapeutes qui avaient été à mes côtés durant ces temps de perte et de deuil. Il ne se passait apparemment rien. Mais nos attentes et séances étaient très intenses, on éprouvait. Est arrivé ce jour où ma patiente a dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas m'empêcher de voler de la levure de bière. » Je me dis « La levure de bière, n'est-ce pas ce que l'on donnait aux femmes pour activer leur lactation ?» Je crois bien l'avoir pris moi-même quand j'allaitais. Quelque temps plus tard, elle va me dire « C'est plus fort que moi. Je vole des tubes de lait concentré sucré. » À partir de là, nous sommes sortis toutes deux de cette espèce de no man's land. Et c'était comme si elle me permettait d'exister dans notre relation autrement qu'en tant que spectatrice ou témoin à distance. À partir de ce moment charnière dans notre relation, je me suis vu réintroduire quelques petits exercices avec le toucher. Par exemple, je lui soutiens la nuque, tout en tenant ce regard omniprésent dont elle a besoin, un regard dévorant d'amour, tandis que je lui donne le gras de ma main à sucer et à tenir entre mes dents. Entre ses dents, c'est écrit, mais c'est entre ses. Son inspiration et expiration s'harmonisent plus profondément. Ce ne sont plus des hoquets convulsifs entre le haut et le bas de son corps. Des sanglots profonds, réguliers, finissent par se mettre en place au fur et à mesure des séances qui s'ensuivent. Viendront ensuite l'envie de mordre, de déchiqueter. C'est à partir de cette nouvelle période de thérapie qu'il commence à s'affirmer dans son couple, vis-à-vis de sa fille de 8 ans, ainsi qu'à son travail.
Elle travaille dans une institution spécialisée avec des toxicomanes, un lieu très maltraitant. Entre nous deux, je sens qu'un lien solide s'est enfin restauré. Elle fait un rêve cauchemar. Elle fait l'amour avec sa collègue psychologue qu'elle admire. Elle la pénètre, mais elle ne sait comment. Elle se retrouve pénétrée par son ex-analyste, celui-là même qui l'a abusée sur le divan. Il l'a pénétrée profondément avec un sexe énorme. Il y a un sabre à côté. Elle lui sectionne le sexe et les testicules. À l'intérieur des testicules, il y a du lait qu'elle boit. Le lait du père. Il se trouve que c'est un motif d'une mythologie européenne, des seins d'hommes pouvant se gonfler de lait pour allaiter un enfant abandonné et se substituer à la mère existe bel et bien sous différentes formes sur le pourtour méditerranéen. Il se trouve que je connaissais bien ce mythe et qu'elle me l'a servi sur un plateau alors qu'elle ne le connaissait pas. Ce lait du père est aussi symbolique et renvoie à notre travail thérapeutique, moi en tant que père, mère, qui l'a nourri. Ce fut une étape essentielle de notre parcours thérapeutique, car à partir de là, ma patiente parla régulièrement d'aller dire son fait à cet analyste défaillant. Elle trouva d'abord son numéro dans les pages jaunes, puis l'appela plusieurs fois sans arriver à lui parler. Finalement, elle trouva la force de le rencontrer pour lui dire combien il lui avait fait de mal. Réussir à l'affronter fut une forme de restauration, même si elle n'obtint pas de véritables excuses. J'ai eu le culot de lui dire qu'il espérait la narcissiser de cette façon, ne supportant pas le manque d'estime qu'elle avait de elle. Mais il reconnut quand même qu'il n'allait pas bien durant cette période, son fils étant décédé dans l'année. Ce fut une grande victoire pour ma patiente d'être sortie de son état de victime dépendante. Elle changea radicalement son ancien mode de vie, de couple, de travail, d'amis, par rapport à sa fille. Elle reprit une posture plus juste et cessa les violences corporelles qu'elle lui infligeait. Elle se mit corporellement plus en valeur et affirma son féminin. Les crises d'angoisse massive s'espacèrent et son bruxisme disparut. Je n'entendis plus parler des acouphènes qui pourtant étaient toujours présents. Quand elle désira mettre fin à notre travail thérapeutique, je ne pus qu'acquiescer. Je savais qu'elle se séparait en emportant un lien bien vivant et restauré. Ceci dit, aujourd'hui, en élaborant ce cas, même si je reste en accord avec le déroulé de notre parcours, notamment cette traversée du désert, où les forces de mort étaient à l'œuvre, ce temps où il m'a fallu prendre en moi la dépression maternelle, sans réagir, je me dis que je n'ai pas suffisamment soutenu ma patiente dans sa plainte. En effet, je n'ai pas suffisamment questionné le fait qu'elle renonce à porter plainte auprès de la Société psychanalytique de Paris, auquel appartient ce psychanalyste, et qui sait peut-être auprès de la justice. Il est vrai qu'à l'époque, la justice restauratrice n'existait pas, et elle-même ne voulait pas aller plus avant. Moi-même, je vais m'arrêter là pour laisser place au débat. Néanmoins, je tiens encore à préciser ceci. Ce qui nous a permis de faire cette traversée du désert, cette forme de dépression blanche, c'est l'étayage au corps, construit préalablement entre nous deux, au travers du travail bioénergétique. Travail de construction contenante qui a permis, dans l'infraverbal, de restaurer les liens précoces, abîmés, voire manquants, de la vie archaïque. Dans un climat de séduction réciproque que l'on peut qualifier de séduction narcissique primaire, l'écueil est de s'approprier cette séduction dans des passages à l'acte mortifère à un niveau sexuel. Lucien.
des réactions, des questions à partager. Merci de ta lecture. Merci à vous. Et dommage qu'elle ne soit pas là. Ouais, ça va être mieux. On lui a même proposé éventuellement d'être présent par Zoom pour pouvoir parler avec nous, mais elle a peur pour ça. Elle préférait de vive voix, et puis voilà. Mais pourquoi pas, il faut organiser quelque chose avec elle. Moi, la question que je me pose, mais tu ne sais peut-être pas y répondre, c'est la durée de cette thérapie avec Lucienne. Ça a l'air Très long, ça a l'air long. Ça a l'air long quand même, hein, mais c'est important. Je me demande le temps que ça a dû prendre. Bonne question. Effectivement, je n'ai pas d'autres éléments que le texte. On n'a pas pu parler de... Mais on peut toujours lui demander. Oui. Ce que ça montre, ce temps, ça met vraiment en lumière pour moi cette chose qui est que le traumatisme, l'acte, en soi, c'est quelques minutes. Il faut des années pour que ça se répare. Des années et des efforts incommensurables pour réparer quelques minutes. Et c'est ça qui est juste édifiant en fait dans l'abus. C'est que les gens qui perpètrent l'abus n'ont pas cette conscience-là. Je pense que c'est un défaut d'éducation de notre société. Mais voilà. Je pense que c'est important c'est un élément qui est important de souligner. Enfin, si on est amené à faire de la sensibilisation, à éduquer des personnes, de toujours souligner cet aspect-là. Que l'abus est court, mais la réparation est longue. Il n'est pas toujours court. Pas toujours court. Oui, pas toujours court. Donc, je crois qu'il y a un avant donc la vie aussi. Hein. Donc c'est toute la souffrance de cette petite fille aussi qui va amener au moment de l'abus qui se rejoue, il n'y a pas de réaction. Donc c'est pas juste l'abus à ce moment-là, c'est toute une série d'abus. Le manque. Et le manque et de fragilité. Non, c'est que les vies se passent aussi. Pardon. Les vies se passent aussi, il y a des vies qui sont fracassées. En un moment très court, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Oui. Alors qu'il n'y a jamais rien eu auparavant. Ça fait longtemps. Moi, j'avais une intervention par rapport à la question de Lucienne, elle est pas là, mais je vais en parler avec elle. Elle le sait que, justement, à 2 reprises, comme psychothérapeute, j'ai décidé d'intervenir en termes d'action à un niveau juridique, on va dire, ou à un niveau dans la réalité de l'histoire de patientes abusées par des thérapeutes. Là, dans la société Bioénergie. Voilà, j'avais l'impression que le désespoir gagnait tellement, et moi-même j'étais dans un moment, j'en ai parlé à des collègues, et c'est là que est venu le support pour que je fasse l'action de mener l'affaire à la commission d'éthique ainsi que ça n'a pas été ça, mais bon, un support, alors déjà ça, c'est pour moi, je suis formatrice, il fallait tout ce support pour faire le pas, je dis bien que... Et donc elle pose la question, elle regrette un peu, elle se demande quoi, et je crois qu'effectivement, dans le deuxième pas, c'est pas dans le cadre de la biologie, c'est à l'extérieur, mais j'ai aussi fait quelque chose avec l'impression que dans le monde de la psychothérapie, je suis psychothérapeute, j'entends quelque chose qui se passe, c'est comme si je suis dans une famille ou dans une école, et que je sais qu'un collègue fait quelque chose, j'entends les confidences, et puis je ne ferai rien. Enfin, moi, ça c'est devenu évident. Ceci dit, je me souviens que dans le groupe d'intervision, on en a discuté et je ne savais pas très bien quoi. Je pensais même aller consulter quelqu'un, me demander est-ce que je peux faire ça ou pas. Enfin, c'était compliqué, puisque en principe,
Mais c'est ça qu'elle dit. Parfois, peut-être des transgressions sont nécessaires par rapport au cadre qui nous impose comme psychothérapeute de jamais intervenir dans le réel par rapport à une situation thérapeutique. On doit rester en dehors de la situation. Et dans le premier cas, il fallait aussi que je lui dise clairement, d'abord savoir si j'allais lui dire ou non comment, parce que c'est une affaire, qu'elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve qu'elle disait que je devais lui dire, bon, voilà, mais aussi que je lui disais que ma démarche, parce que j'avais assez de choses contre cette personne, contre l'abuseur, que je n'allais pas faire quelque chose, ni la déposséder, ni faire quelque chose en la mettant dans ma démarche. Ça a été très important parce que je ne se sentais pas. Par rapport à ça, c'était très important. Que j'avais des documents et des événements suffisants, on va dire, pour que quelque chose soit fait. Et ce qui a été fait, il a été révoqué. Après, procédure. Et quand j'ai annoncé à ma patiente, le conseil d'administration de l'IVA a pris la décision de révoquer le bonhomme, elle a dit qu'il y a une petite lumière qui s'ouvre vers la réparation. Texte, comme si ça ouvrait. Bon, non, ça ne veut pas dire que tout est simple, mais ça a fait un chiffre. Voilà. Juste pour témoigner par rapport à la question initiale, et ça c'est une question qui nous concerne en tant que psychothérapeute quand on est dans ces situations-là. Mais moi je pense, Hélène, que ce n'est pas que la réponse de la société, en tout cas c'est important, mais c'est surtout la place que toi tu as joué là-dedans. Oui, c'est ça. La patiente a pu Ah oui, c'est particulier, hein. Particulier. Et donc c'est vrai, ça amène parfois à sortir du cadre, faire une question finalement. Mais c'est ce que je me demande, hein. Toi tu travailles aussi avec des enfants et dire les choses et intervenir vis-à-vis des abuseurs, tout. Moi j'ai l'impression qu'en fait, s'il n'avait pas fait ça, qu'est-ce que c'est pour cette femme de venir vivre toute sa souffrance? Que je sais qui c'est le type, qui est en train de faire des trucs et des bazars, et que moi je suis là, j'entends, et que j'ai aussi l'impression que je ne suis plus non plus son thérapeute, sa thérapeute. Tu vois, si je reste dans. Si je fais partie, en fait, des gens de la collusion autour de l'abuseur, tu vois. Mais bon, tu sais, c'est après coup, hein. Après coup, tu sais pas. Enfin, c'est une grande question dans notre domaine. Moi, j'ai aussi un témoignage d'une personne qui est venue en thérapie chez moi et qui m'a dit tout de suite, voilà, j'ai été abusée par mon psychologue, mais je ne vous dirai pas le nom. Et donc, je l'ai accompagnée dans la récupération qu'elle faisait. Et à un moment donné, il y avait la liste des psychologues qui se proposaient pour le conseil disciplinaire dans la commission des psychologues en Belgique. Et là, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer. Je me suis dit, mais voilà, il y a ça qui se passe. Je lui ai dit, on va élire des psychologues pour le conseil de déontologie de discipline. Et ça me ferait vraiment mal de savoir que cet homme est repris dans la liste et peut être élu. Et donc je lui ai dit, je n'ai pas besoin de savoir le nom, mais je voudrais que tu regardes la liste pour me dire, si jamais il est là, que tu fasses qu'on fasse quelque chose. Et puis voilà, c'est passé. Heureusement, il n'était pas sur la liste. Et puis à un moment donné, elle a quand même décidé de porter plainte à la commission, au conseil de discipline. Et bon, elle a fait sa démarche, ce qui était quand même un grand pas pour elle. Malheureusement, comme les faits avaient lieu avant la mise en place de ce conseil de discipline, c'était classé sans suite. Voilà. Mais donc, voilà, mais au moins, elle a fait la démarche et on a discuté longtemps parce que je lui ai dit, écoute,
même si ce n'est pas analysé, parce que voilà, c'est pas possible de l'analyser, au moins, si jamais il y a une autre plainte qui a lieu concernant cette personne, il y a au moins un dossier dans le tiroir. Et donc ça, je pense que ça a été quelque chose qui l'a un peu apaisé, de se dire qu'elle a fait la démarche, pas juste pour elle, mais pour d'éventuelles autres victimes, en fait. Et ça, c'était réparateur pour elle de pouvoir poser un acte de soin, quelque part. Mais dans la situation, se dire qu'il en faudra un autre pour qu'elle puisse éventuellement faire valoir son Mais bon, oui, ça, elle n'est pas allée jusque-là. Ok. Enfin bon, c'est personnellement ce que je pensais par rapport à ce que tu disais. Informer, etc., je pense que c'est bien, mais là-dedans, je pense que les personnes qui sont abuseuses, qui abusent, elles sont dans un mouvement beaucoup plus puissant. Je pense qu'il faut surtout lutter, d'aller partout, sans cesse rappeler la possibilité de recourir à quelqu'un. C'est ça qu'il n'y a pas dans les familles. Par exemple, dans nos formations, on n'avait pas mis en place non plus. C'est s'il y a un souci, contacter telle personne et vraiment favoriser ça. Je pense que dans la thérapie aussi, on peut dire à l'autre, il y a une société, si ça ne va pas. Moi, je pense que c'est parce que convaincre, je pense que par rapport à la puissance de ce que ça peut être pour certaines personnes de passer à l'acte, c'est son mouvement inconscient, s'il est puissant. Je ne sais pas si on le voit, toutes les règles n'arrêtent pas ces personnes. Les règles ne s'arrêtent pas. On avait des grands spécialistes. Maintenant, je suis étonné quand même, je viens d'apprendre. Donc, je pense que s'il y avait eu plus de tiers, il y a toujours la posture du pouvoir. Le pouvoir. Oui, j'ai une question par rapport au contexte, justement, parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus dans son introduction de cette collègue, quand elle parle des mouvements de groupes de thérapie, soi-disant, des années 70. Moi, j'aimerais comprendre un peu ce qu'il y a derrière dans l'analyse. Je ne pense pas que le thérapeute en question était un analyste bioénergétique. J'ai bien compris, c'était un psychanalyste classique. Mais j'aimerais comprendre un peu le contexte historique, justement, les mouvements après 68, libération sexuelle, mais qui pourrait expliquer un peu le manque de retenue de certains spécialistes. Enfin, je ne sais pas si c'est... C'est encore aujourd'hui, c'est pas trop possible. Non, il y avait à cette époque non, mais ce que je veux dire, c'est que le regard là-dessus a tellement changé dans les dernières années, mais qu'il y a encore, je ne sais pas, je pense à Laude Lallet et d'autres qui justifient ce qu'on pourrait qualifier comme abus par la libération sexuelle ou le consentement, soi-disant, de femmes beaucoup plus jeunes ou en âge mineur. C'est ça qui me... Peut-être à l'époque, mais moi j'entends quand même aujourd'hui, j'ai des patients qui m'ont témoigné d'abus aujourd'hui avec kiné, ostéopathes, des chamans, des groupes de thérapie. Donc est-ce que c'est bien sûr dans un élan, et ça j'étais moi avec 10 ans, je ne peux pas en parler, et je ne pourrais peut-être plus en parler, mais il y avait un souffle probablement d'ouverture comment tout était possible, je pense. Interdire était interdit, il était interdit d'interdire. Mais aujourd'hui, ça continue quand même, et ça se dénonce, il y a un souci. Et puis on va arrêter parce que la pause est respectée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a différents types d'abuseurs qui violent des limites dans ce contexte. Qu'il y a des questions, effectivement, tu as mentionné, les structures de pouvoir dans la personnalité, mais il y a aussi des structures de formateurs qui sont dans une position de sauveur ou dans une position complètement pas justement, ça c'est la plus puissance, c'est la structure de pouvoir, mais être sauveur ou avoir un besoin de reconnaissance. Et que donc quand il y a des stagiaires ou des patients qui sont dans une relation de transfert amoureux, le processus n'est pas analysé parce que le formateur, il est pris dans quelque chose d'inconscient en lui et il ne voit pas la part de lui qui est dans une part sauveuse, par exemple.
Et alors ils se laissent séduire, et alors ça se produit. Et c'est très difficile de leur cadrer. Alors voilà, j'en ai parlé récemment justement, encore hier justement, ça se fait pas que dans les sociétés d'analyse de budget. Ça c'est évident. Est-ce que je peux dire que c'est dans un contexte quand même où heureusement la parole se libère sur la prise du pouvoir de beaucoup d'hommes, alors parce que les hommes évidemment ont une culture qu'on dénonce assez bien, dans laquelle les femmes ont été éduquées pendant des siècles. Je suis en train de lire l'histoire du consentement de la femme, c'est vrai qu'on vient extrêmement loin quoi, à ce niveau-là. Le viol, ça n'existait pas que pour le mari, etc. Donc, et il y a encore des trucs massifs, et c'est vrai que les femmes sont des proies, quoi. Quelque part, on voit ça encore dans les colonies, dans toutes sortes de situations. On croyait avoir déjà beaucoup avancé en 68 sur le statut de la femme. Merci les féministes d'aujourd'hui qui sont un peu plus, et qui vont plus fort, du coup se font un peu aussi jugées par ça, parce qu'elles seraient trop agressives et que les gens ne sauraient pas se mettre, mais quand même, je pense que moi je suis plutôt à penser qu'il y a vraiment... mais je dois dire que même moi, j'ai eu un peu du mal l'autre jour, j'ai appris pour Picasso maintenant, pour Gauguin, enfin voilà, les choses sortent. Hein. Gauguin, c'était les femmes ne se mettaient pas nues, hein, aux marquises ou je ne sais pas où, là, donc, oui, enfin bon, voilà, il y a plein de choses maintenant, on parle, mais bon, c'est énorme aussi, mais enfin, effectivement, et donc, des hommes formateurs, thérapeutes, particulièrement, etc. Il y a une première génération, dans toutes les premières générations, des groupes de bioénergie qui se sont constitués avec des potes et des machins, en faisant venir un Américain qui faisait ceci. Ça a été là dans tous les premiers groupes. Et puis, bon, je te jure, et puis après, au suivant, non, j'étais dans la seconde et j'étais dans un premier, et un formateur qui dit, je ne reste pas ici, j'étais dans un groupe de dire des choses. Il y avait des gens qui voulaient qu'on fasse la lecture du corps tout nu, il n'y a pas de nécessité. Alors moi j'étais non, moi je ne suis pas d'accord. Il y avait une ambiance un peu comme ça de libération et on avait l'air un peu coincé si on n'était pas. Moi je me disais non quand même déjà avec tous ces gars qui il y a la pression. Voilà, pour faire court, hein, donc les secondes générations, alors les mêmes gens allons faire de l'odontologie, etc. Et pas dépasser les paquets. Enfin, c'était bien, c'est mieux. Mais voilà, ça a été un mouvement, je ne crois pas que dans d'autres thérapies humanistes, c'était la même chose, dans la laine, les groupes, etc. Puis c'est la période. Mesdames, messieurs, voilà, cette levée de bioénergie à Vincennes, c'était une innovation, c'était la libération du corps, il fallait que tout le monde couche avec tout le monde, c'était ça la règle. Ah, il y avait même des règles. Mais non, mais... Oui, on était coincés. Je voudrais juste encore dire une chose, c'est qu'il y a à la fois la libération de la parole, mais maintenant on reconnaît que ça existe. Et quand on voit ce qui se passe encore en Flandre, suite aux différents reportages, parce qu'on parle des femmes, et c'est vrai que c'est pas facile. Mais là, c'est une majorité d'hommes qui ont été accusés dans des couvents et dans des internats et des complètement organisés, quoi. Et une omerta. Et là, bon, ben voilà, on espère que cette parole sera de plus en plus. Après, je pense qu'il y a aussi les abus, ça c'est les abus les plus fracassants, mais l'abus d'emprise, Sans passage à l'acte. Oui, mais il y a aussi des trucs. Bon, là-dessus, on vous invite à aller un petit peu alléger. On va le temps sur le temps midi, parce que la maîtrise, c'est on fait